Bonjour à tous et bienvenue. On fête à travers cette vidéo les 4 ans de Use My Use avec Bobour Abdoussattarov, fondateur de cette agence de collecte de fonds en face à destination des associations et des ONG. Il va vous parler de son parcours, du secteur de la collecte de fonds de manière générale et surtout de l'univers méconnu de la collecte de fonds en face à face. Merci Bobour. Merci d'être là. Merci Nabil à toi d'avoir organisé cette. Ça va, la présentation a été bonne? Ouais, nickel, parfait. Ok. C'est super. Ce que je te propose, c'est tout de suite rentrer dans le vif du sujet. D'où vient le nom Use My Use? C'est vrai que ça intrigue pas mal de monde. Alors, Use My Use, ça veut dire face à face en ouzbek. Et, moi, j'ai fait un petit clin d'œil à mes origines au moment de lancement de la structure. Et c'est vrai que notre travail consiste à aller voir les passants, on va en parler un petit peu plus tard, mais ça reste quand même 99% en face à face. Et ben, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre un nom un peu inconnu en France, mais en lien avec mes origines et surtout en lien avec le domaine de la collecte de fonds. Ouais, ok. En face à face. Et pour expliquer aux gens, tu es dans la collecte de fonds depuis maintenant près de 13 ans. C'est ça? Oui, c'est ça, depuis 2012. Comment tu es arrivé dans ce domaine? Est-ce que tu as une anecdote à me raconter sur ta première mission, par exemple? En fait, c'est intéressant que tu me poses cette question parce que c'est vrai que c'est un métier qu'on ne connaît pas beaucoup. Et moi, c'est pareil. Au début, je ne savais pas que c'était un vrai métier. Programmé par des agences derrière pour plusieurs associations, et au début moi je pensais que c'était du bénévolat comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, hein. Voilà, un peu comme tout le monde. Et j'avais croisé une association en centre-ville à Caen, et en fait je me suis dit pourquoi pas, quand j'ai un peu de temps, de faire un peu de bénévolat. Donc je suis allé voir la personne et j'ai commencé à demander un peu de renseignements, et la personne m'a dit il faut postuler, il faut passer un entretien, il faut se renseigner sur l'association que tu souhaites défendre. Et c'est là où je me suis dit, mais il y a plusieurs associations à défendre, parce que je pensais que c'était, dans mes souvenirs, c'était la lutte contre le sida. Et c'est là où il m'a expliqué que c'était effectivement c'est géré par une agence, et qu'il y a plusieurs associations qui font appel à cette agence pour faire de la collecte de fonds en face à face. Et donc, il faut se préparer. C'est plus organisé que ce qu'on peut le penser à premier abord. C'est plus organisé, et puis surtout qu'au début, on pense que c'est des bénévoles qui font partie d'une association qui est représentée dans la rue. Ce qui est pour le coup aujourd'hui faux, parce que 99% des personnes qu'on croise dans la rue, c'est des personnes qui sont employées par des agences. Alors il y a aussi encore des associations, quelques exceptions, mais ça reste quand même des salariés qui font ces métiers, pour certains à court terme, pour d'autres à long terme, plusieurs mois voire plusieurs années. En parlant de souvenirs, ça tombe bien, j'ai un souvenir à te montrer. Alors on va peut-être le montrer à la caméra rapidement. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'évoque, justement? Ça, c'était effectivement, en 2012, c'est mes débuts, quand j'ai commencé en tant que recruteur donateur dans les rues de Caen. Je crois que ça doit être ma deuxième ou troisième mission. Et c'était une chouette équipe, ça. C'était mes débuts. J'avais commencé ce métier un peu comme pas mal de monde, en me disant je vais faire une ou deux missions au début. J'ai postulé, j'ai passé l'entretien, et puis j'ai été retenu. J'ai fait une ou deux missions. Celle-là, elle doit être la troisième à Caen. C'était pour Aide. C'était pour la lutte contre le sida, pour Aide, exactement. Et en fait, j'ai tellement aimé l'ambiance, l'équipe, les gens avec qui j'ai travaillé, que je me suis vraiment beaucoup épanoui dans ce métier qui, par moments, pas facile. Il faut le dire. On va y revenir après. Mais ensuite, donc, j'ai enchaîné pas mal de missions. Ensuite, j'étais en CDI dans la collecte de fonds en face à face. J'ai fait un peu partout, toutes les missions dans toute la France. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand je regarde la photo, j'étais pas parti pour... T'étais loin de te douter. Pour faire ma carrière dans la collecte de fonds en face à face, exactement. Ok. Il faut dire que dans le secteur de la collecte de fonds en face à face, il y a de nombreux métiers. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les différents métiers possibles dans le secteur? On peut peut-être commencer par les RD. Ce qu'on appelle les RD, ce sont les recruteurs de donateurs. C'est ça. En fait, dans la collecte de fonds, effectivement, il y a plusieurs strates, c'est-à-dire plusieurs métiers de collecte de fonds. C'est-à-dire il y a des RD, donc recruteurs donateurs, c'est des personnes
que la plupart des personnes rencontrent dans la rue pour les associations. Ça peut être des novices comme des personnes expérimentées, mais ça reste des recruteurs donateurs. Et pour le devenir, aujourd'hui, c'est assez simple parce qu'il y a pas mal d'agences qui proposent de devenir recruteur donateur chez Use My Use. Donc, on propose en métropole, dans les départements d'outre-mer. Il suffit juste de postuler, passer un entretien. Maintenant, une fois qu'on a été formé, on a pris un peu d'expérience et puis surtout, on a envie de progresser, d'évoluer. On peut aussi devenir recruteur donateur confirmé, mais surtout un responsable d'équipe. Ouais, donc, on appelle ça RE. Quelles sont les différences du coup entre un RD et un RE? Ça va plus être au niveau du leadership, du pitch collectif à faire entre chaque début de journée? Alors, il y a pas mal de différences parce qu'en tant que recruteur donateur, effectivement, on est quand même pas mal concentré sur nous-mêmes, même si on fait partie d'une équipe. On doit gérer, nous, notre motivation, nos capacités à trouver des nouveaux donateurs réguliers. En tant que responsable d'équipe, on devient donc responsable d'une équipe de 5 à 10 personnes. Et là, on a quand même la responsabilité de former ces nouveaux recruteurs donateurs parce qu'on n'est pas né recruteur donateur, on le devient. On apprend des outils, on les applique sur le terrain. Et donc, le responsable d'équipe, c'est celui qui va accompagner le recruteur donateur, en tout cas pendant ces premiers jours, voire pour première semaine, à apprendre le métier, c'est-à-dire à maîtriser le speech, comme tu dis, mais aussi à montrer les caps, à former les personnes, à les accompagner tout au long d'une mission qui peut durer 5-6 semaines. Il a aussi des responsabilités d'avoir le planning. Par exemple, on peut avoir des missions soit dans une ville fixe ou dans une itinérante. Là, il faudra bien se coordonner pour pouvoir faire plusieurs villes à la fois pendant 5-6 semaines. Donc, responsable d'équipe, c'est quelqu'un qui a des responsabilités pour gérer une équipe plus ou moins de A à Z sur le terrain. Et donc, on a plusieurs cas, nous, en interne chez Use My Use, de personnes qui sont passées de recruteurs donateurs à responsables d'équipe. C'est une évolution qui est tout à fait naturelle. C'est plus ou moins, disons, un passage classique en général. Personnellement, moi, j'étais recruteur donateur pendant quelques mois. Ensuite, j'ai postulé, j'ai demandé à être reçu pour un entretien pour passer le responsable d'équipe. Donc, c'était au bout de 2 ans. Ça peut être plus tôt comme plus tard, ça dépendra aussi de chacun, et puis son parcours, ses motivations. Et une fois qu'on passe un entretien pour devenir responsable d'équipe, si on n'a pas eu des responsabilités auparavant dans la gestion d'une équipe, on a une formation obligatoire qui va justement permettre à la personne d'apprendre des outils nécessaires pour gérer une équipe au quotidien, que ce soit les briefs, que ce soit les accompagnements, que ce soit le planning. Donc sur le terrain, c'est quand même cette personne qui va gérer une équipe de 5 à 10 personnes. Donc elle va avoir besoin de pas mal d'outils. Il y a un autre rôle aussi dont on parle très peu souvent, c'est responsable de programme, les RP. C'est ça. Alors on appelle les responsables de programme. Chez Use My Use, on peut les appeler les chargés opérationnels terrain, exactement. Aujourd'hui, chez Use My Use, on a une quarantaine de personnes qui travaillent. Sur ces quarantaines de personnes, on a 5 RE et 2 chargés opérationnels terrain. Chargés opérationnels terrain, donc ça va être les responsables, entre guillemets, des responsables d'équipe. Les chargés opérationnels terrain sont chargés de planifier et puis de proposer des entretiens à de nouveaux candidats qui postulent pour devenir recruteur donateur, de animer la formation initiale parce que quand on devient recruteur, quand on passe l'entretien de ça aussi, on balance pas les gens dans la rue. Exactement. Quand on est retenu après l'entretien, on a une formation initiale qui dure une journée, une demi-journée, ça dépend des missions, le format et puis l'expérience qu'on a. En général, c'est une journée entière de formation, et donc chargé opérationnel terrain est chargé d'animer cette formation, donc sur des questions pratiques, sur des questions liées à l'objet social de l'association défendue. Donc voilà, c'est une journée assez chargée qui va être animée par le ou la chargée. Et puis ensuite, chez nous, le chargé opérationnel terrain va aussi suivre les responsables d'équipe au quotidien, parce que les responsables d'équipe, ils sont sur le terrain, mais ils ont besoin des fois d'un coup de main, ils ont besoin
de faire appel à quelqu'un qui a encore plus d'expérience par moment sur certaines questions que lui, des fois, il ne peut pas non plus gérer, il ne peut pas tout connaître. Ouais. C'est là, on appuie, donc le chargé ou la chargée opérationnel terrain peut soit accompagner en général par téléphone, parce que c'est des missions qui peuvent se dérouler en métropole, à La Réunion ou en Guadeloupe. Donc on ne peut pas intervenir à chaque fois sur place. Mais si c'est en métropole, effectivement, la chargée opérationnelle terrain peut intervenir dans l'équipe si besoin, pour pouvoir voir le responsable et l'équipe sur place. Ok, tu en as parlé tout à l'heure, mais on va refaire un bond en arrière dans le temps si tu veux bien. Tu es donc passé par tous ces différents rôles qu'on a cités juste avant, dans l'agence leaduse de l'époque. Comment tu arrives à passer de mec de terrain à une vision plus stratégique, avec des postes à plus grosses responsabilités? Est-ce que c'est facile de le faire? Comment on arrive à prendre ce pas de recul par rapport à la street, j'ai envie de dire? Alors, effectivement, moi j'étais recruteur donateur pendant longtemps. Donc j'étais 2 ans recruteur. Ensuite, j'étais quand même 5 ans responsable d'équipe à peu près, avant de passer responsable de programme. Et puis, quand je travaillais auparavant pour une autre agence de collecte de fonds, j'étais chargé de développement des missions dans les départements d'outre-mer. Et au moment quand j'ai quitté cette boîte, je me suis dit que lancer une structure qui peut faire de la collecte de fonds, disons uniquement dans les départements, ça peut être dans les départements d'outre-mer, ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça qu'Use My Use, au début, on était spécialisé uniquement dans les missions en outre-mer. Jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024, exactement. Là où notre directrice développement nous a rejoint pour pouvoir développer aussi des missions en métropole. Et donc, l'idée était là, c'est-à-dire de proposer des missions. Alors, il y avait déjà quelques missions des concurrentes dans les départements d'outre-mer, mais dans l'idée, c'était de proposer quelque chose qu'on propose un peu moins en métropole, un peu plus loin, les endroits qu'on connaît moins, et que les associations humanitaires, environnementales puissent aussi intervenir dans ces zones et faire de la collecte de fonds de manière stable, peut-être pas tous les jours, toute l'année, mais au moins d'y intervenir de temps en temps dans l'année. Et donc, on a commencé à développer la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, et ainsi de suite. C'est ça fait le lien. J'allais te demander à quel moment tu t'es dit « je vais créer Use My Use ». Alors, cette idée, alors, à la base, moi, même quand j'étais salarié, je voulais lancer une boîte. Je ne savais pas encore si c'était dans la collecte de fonds ou pas. Et l'idée est venue assez tardivement pour la collecte de fonds, parce que avant le Covid, même presque avec le Covid, quand il est arrivé, à peine arrivé, il y avait quand même pas mal. Il faut le dire, ça a mis un coup quand même. Ça a mis un coup dans pas mal de boulot, et notamment dans le face-à-face. C'est là où j'ai eu une idée de me dire, bon, le Covid va arrêter tout. Et puis après Covid, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Est-ce que ça va durer 2 ans, 5 ans, 10 ans? Personne ne savait à ce moment-là. Et puis, moi, j'ai pris le risque de lancer ma structure à ce moment-là. C'est-à-dire 2021, que 2021, c'est juste juin, post-Covid. Les premières missions, pour l'anecdote, on avait lancé la première mission en Martinique. Et les confinements se suivaient avec la métropole, avec 2 mois d'écart. Donc, si on avait un confinement ici en mars, en Martinique, on l'avait en mai ou en juin. Et les premières missions sont tombées pendant le couvre-feu. Donc, on allait travailler, on allait travailler, parce que les premières missions, j'étais sur place, j'étais recruteur donateur aussi. On allait travailler, puis le soir, il fallait se dépêcher pour rentrer, parce que c'était couvre-feu pile à l'heure de la fin de la mission. À partir de 20h, il ne fallait pas être dehors, et on devait rapidement plier nos stands et puis rentrer au gîte pour tout simplement respecter le confinement. Même si à l'époque, on disait la Martinique confinée, mais pas le Martiniquais, parce qu'il y avait pas mal de personnes qui se retrouvaient quand même dehors. Mais voilà, c'est vrai que les premières missions, elles étaient un peu techniques. Mais c'est quand même, c'est des bons souvenirs. Et puis ensuite, le confinement est parti. On a pas mal développé les départements d'outre-mer et puis la métropole.
Et ce qui me vient à l'idée quand tu me racontes ces anecdotes, c'est du coup, en créant Use My Use, ce qu'on pourrait se dire, c'est tu t'es naturellement écarté du terrain, du coup. Bah, pas vraiment, c'est ce qu'on peut croire. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions opérationnelles et puis beaucoup de questions, disons, sociales et techniques, juridiques qui peuvent être posées en tant que gérant ou directeur général. Moi, les premières missions, j'ai pris la décision d'être sur place. Donc, j'étais responsable d'équipe, mais donc je recrutais en même temps. Donc, les premières missions, c'est moi qui les ai lancées en tant que recruteur de donateurs et responsable d'équipe sur place. Le terrain, alors évidemment, on ne peut pas être et sur le terrain et dans les bureaux pour gérer une entreprise parce que sinon, à partir de ce moment-là, ça peut être compliqué et puis il peut y avoir des manquements. Mais dès que je peux me déplacer, aller sur place, aller sur le terrain, j'hésite pas à mettre les t-shirts parce que je trouve ça encore et toujours d'actualité et drôle. Puis il y a une question de légitimité aussi auprès des équipes en interne. C'est toujours bien de savoir qu'on a un patron au-dessus de soi qui a fait le métier qu'on exécute maintenant. Donc, Tout à fait, parce que ça permet de connaître le quotidien des recruteurs, parce qu'il peut y avoir aussi des changements, il peut y avoir dans certaines villes ou dans certaines régions certaines réticences peut-être des passants ou même des lieux qui peuvent nous accueillir. Donc pour pouvoir mieux connaître ces lieux-là et puis travailler davantage et dans des meilleures conditions avec nos salariés, c'est toujours mieux de recruter soi-même sur place. Et donc je fais pas mal de passages terrain, c'est-à-dire je prends le t-shirt, je recrute. L'année dernière, j'étais à La Réunion pendant une semaine et j'ai fait le recrutement tous les jours comme les recruteurs qui étaient avec moi. J'allais, comme on appelle ça les spots, où on allait ensemble et je recrutais toute la journée. Évidemment, pendant ces heures-là ou pendant ces jours-là, je mets un petit mot en disant je suis absent des bureaux, je ne peux pas traiter d'autres questions tout de suite. En train de recruter des donateurs. Voilà, mais vu que ça ne dure pas non plus 1 mois, 2 mois, donc c'est quelque chose qui est assez récurrent. Voilà. Ok. Et du coup, ça me fait penser à une autre question pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas du tout le secteur de la collecte de fonds. Comment on choisit les associations avec lesquelles on travaille ? Comment ça se passe ? Alors, pour le dire, chez Use My Use, nous, on a 5 associations partenaires. C'est ça. On travaille aujourd'hui avec 5 associations partenaires. Alors, on choisit pas. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot parce que c'est aussi les associations qui peuvent choisir et qui vont choisir les agences avec lesquelles elles souhaitent travailler. Mais en général, ça passe par un appel d'offres chaque année. Et donc, on participe aux appels d'offres des associations. Et puis, on propose, nous, de notre côté, ce qu'on peut effectuer sur le terrain pour ces associations dans les départements d'outre-mer comme en métropole. Et en fonction de ce qu'on propose, soit on est retenu pour par la suite échanger de vive voix avec l'association, soit on n'est pas retenu à ce moment-là, on ne pourra pas travailler. Pour l'instant, on travaille avec 5 associations. Les 5 associations clientes, disons partenaires, elles nous font confiance pour certaines depuis le premier jour de la création du SME, ça c'est chouette. Et puis d'autres, pour l'instant, voilà, elles nous accordent toujours leur confiance pour faire des missions. En métropole ce dernier temps, parce qu'on s'est quand même pas mal développé. Si au début on était à 90% dans les départements d'outre-mer, aujourd'hui on est quasiment à 50-50. Ouais, ça s'équilibre. 50% de nos missions sont en métropole et 50% de nos missions dans les départements d'outre-mer. Ok. Je te propose un petit jeu, un petit vrai ou faux. Allez, vas-y, ça marche. Je vais te proposer quelques petites affirmations sur le secteur de la collecte de fonds. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. Je vais essayer. Et si tu as envie de justifier pour certaines affirmations, vas-y, tu me dis. C'est parti. Alors, première affirmation, les meilleurs recruteurs sont toujours ceux qui parlent le plus. C'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire qu'en tant que recruteur donateur, quelqu'un qui parle bien, qui parle beaucoup, qui arrive à bien communiquer, qui a la tchatch, comme on dit, évidemment, c'est un atout. Parce que ça permet rapidement apprendre donc l'objet social de l'association et puis expliquer aux passants de manière claire et synthétique. Ce qu'on appelle l'objet social, juste pour vulgariser, c'est ce que représente l'association, ce qu'elle défend. Exactement, voilà. C'est ce qu'elle défend au quotidien, quelles sont ses missions, les actions qu'elle mène sur le terrain. Et donc quand on a la tchatch, donc quand on a la communication, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide puisque notre travail est fait de la communication, parce que 99% de notre temps, on est en train de parler avec les gens.
Maintenant, celui qui parle le plus, qui est forcément le bon recruteur, pas forcément, parce que si on ne structure pas bien ce qu'on raconte, sa pensée, si on structure pas bien, disons, les informations que la personne souhaite donner, ça peut être aussi un temps perdu, beaucoup de frustration, et c'est quelque chose qui peut, derrière, peut-être pour certains, démotiver. Et c'est pour ça que la formation qu'on propose au moment quand les gens entrent dans la boîte, c'est important, puisque c'est là où on va apprendre justement, disons, les outils, les techniques, comment bien présenter la situation, comment répondre aux questions, et puis ne pas non plus perdre trop de temps, puisque dans la rue, on va faire entre 50 et 100 bonjours par heure. Ce qui, voilà, si, à l'échelle d'une journée, à l'échelle d'une journée, ça fait pas mal de bonjours, mais c'est important pour pouvoir trouver à la fin de la journée 3-4 donateurs réguliers pour l'association. Mais c'est vrai que dans le secteur, on a tendance à se différencier la street et ce qu'on appelle l'argu. Comment on va formuler. Exactement, et l'argu, ça va être important. Si on met 20 minutes à expliquer quelque chose à quelqu'un qui n'est pas intéressé, bon, c'est quand même. On peut perdre potentiellement d'autres donateurs qui on peut perdre son temps pour aller voir d'autres personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par l'association qu'on défend. Effectivement. Deuxième affirmation, la collecte de fonds en face à face est dépassée à l'ère du numérique. Alors ça, c'est pas vrai. Tu as connu, les deux. Tu as connu. Alors moi, j'ai connu les bulletins papier, c'est vrai. Parce qu'à l'époque, on avait des bulletins papier qu'on remplissait à la main, qu'on renvoyait par la suite à l'agence et puis à l'association ensuite. Non, le métier n'est pas dépassé parce que c'est un des métiers où l'humain est au centre quand même pas mal aujourd'hui, même si avec beaucoup d'avancées ces dernières années avec l'intelligence artificielle et d'autres outils qui sont sur le marché. Le métier de recruteur-donateur n'est pas à risque pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, le métier en soi n'a pas changé. Il y a d'autres choses qui ont changé. Et puis, c'est vrai que le fait d'avoir des tablettes, avoir des logiciels... évoluent, on arrive à avoir un plus grand suivi des équipes. Exactement, ça permet de mieux coordonner avec les équipes. Mais c'est pas le centre, c'est-à-dire de notre boulot. Notre travail, ça reste quand même l'humain. L'humain reste avant tout. Ouais, l'humain reste avant tout. Ok, troisième affirmation, Use My Use opère uniquement en Outre-mer. Alors non, c'est faux, parce que c'est plus le cas, exactement comme je disais tout à l'heure. Jusqu'à 2024, on était dans les départements d'outre-mer, et puis aujourd'hui on est en métropole. On propose des missions itinérantes. C'est vrai qu'on ne fait pas de mission fixe, c'est-à-dire on n'est pas fixé dans une ville pendant plusieurs semaines. Donc nous on propose des missions itinérantes, c'est-à-dire pendant 5 semaines, 5-6 semaines même, les équipes partent en vadrouille pour faire plusieurs régions à la fois, donc avec plusieurs villes. Et donc aujourd'hui 50% de notre volume, disons, c'est en métropole. Ouais. Ok. Donc, autre affirmation, il faut forcément avoir une cause qui nous touche pour collecter efficacement. Ça, c'est vrai que c'est... Efficacement, non. Alors moi, je pense que non. Et il faut justement pas forcément avoir une cause qui me touche personnellement pour être efficace. Ça peut paraître bizarre, mais dans la collecte de fonds, c'est vrai que c'est un métier qui est difficile. Déjà, on fait énormément de bonjours dans la rue. On est sous la pluie, sous la neige des fois. Ça nous demande énormément de recul, de prise... de résilience. Résilience et puis prise de recul. Et quand dans une journée, on n'a pas trouvé des donateurs, ou on n'a pas encore fait au moins 2-3 argus, c'est-à-dire on n'a pas pu arrêter des personnes, puisqu'il peut y avoir des moments où on fait beaucoup de bonjours, mais on n'arrête pas forcément des passants. Si on est nous-mêmes touchés par une cause et que si on a des réflexions, ce qui peut arriver aussi par des passants, donc on peut être rapidement touché. Personnellement, et donc c'est quelque chose qui peut aussi vite nous démotiver, voire nous rendre pas forcément de bonne humeur. Ouais. Et donc c'est là où des fois c'est bien quand même d'avoir un peu plus prendre un peu de distance, prendre du recul. Et donc les recruteurs, il y en a qui défendent certaines causes parce ils sont profondément touchés par ces causes-là. Mais pour la plupart, en général, c'est vrai que
on n'est pas obligé d'être touché Ouais. à 100% Le plus par important, une, c'est de connaître par une l'objet cause. social de l'association et de Ah oui, savoir ça bien la c'est représenter, quoi. évidemment, Effectivement. si on ne connaît pas l'objet social, il n'y a même pas de discussion, Oui. on ne pourra pas faire ce métier et puis c'est pas souhaitable. Ouais, bah Donc oui. il faut connaître parfaitement bien l'objet social de l'association, son métier, maîtriser complètement l'outil Ok. et puis recruter de nouveaux donateurs. Une autre donnée, tu en as parlé juste avant, la neige, la pluie. Est-ce que la météo influence les résultats? La météo influence les résultats indirectement. Alors, Ouais. directement, non, parce que, évidemment, quand on dit bonjour aux gens, c'est les mêmes, hein. Qu'il fasse beau ou Pas qu'il beau? fasse moche, Ouais. bah, c'est pareil. S'ils sont pressés ou ils n'ont pas le temps, ils vont pas s'arrêter. Maintenant, si il pleut extrêmement fort ou il y a beaucoup de neige, il y a peut-être moins de passants dans la rue. Et s'il y a moins de passants, il y a moins de bonjours. Ouais. Et donc, s'il y a moins de bonjours, bah, forcément, il y a un peu moins de personnes qui vont soutenir l'association à la fin parce que c'est un travail qui est quand même mathématique. C'est-à-dire que plus on va dire bonjour aux gens, bah, plus on va tomber Plus on sur les augmente personnes la... Ouais. qui ont un peu de temps et qui peuvent être sensibles à la cause qu'on défend. Et plus on tombe sur ces personnes-là, bah, plus il y a des chances que ces personnes soutiennent l'association de manière mensuelle par la suite. Mais effectivement, s'il pleut fort ou il y a la neige, Ouais. il y aura beaucoup moins de passants dans la rue. Bah, nous, Donc, des fois, on peut avoir le cas dans les territoires d'outre-mer où il y a des plus tropicales, des choses comme ça. c'est ça. Alors, à La Réunion, même dans les... Tu as raison, dans les Antilles, quand il y a des... à La Réunion, il y a des cyclones, par Ouais. exemple. C'est très compliqué, donc les équipes ne peuvent pas travailler à ce moment-là. Mais sinon, s'il y a effectivement une forte pluie, bah, nos équipes sont à l'abri, donc Ouais. ils ne peuvent Voilà. pas être dans la rue pour pouvoir, parce qu'il n'y a personne de toute façon. Ça n'a pas de... C'est pas possible de recruter de nouveaux donateurs réguliers. Ok. Un autre préjugé, j'allais dire un peu persistant. Recruteur de donateurs, c'est un job transitoire, pas un vrai métier. C'est ce qu'on croit, Ouais. c'est ce qu'on pense, parce que effectivement, comme même moi, au début, quand j'ai vu les personnes qui défendaient l'association de lutte contre le sida, moi je pensais que c'était des bénévoles. Et pour la plupart, on peut croire que c'est un job transitoire. Ou même un job seulement fait pour les jeunes. C'est ce qu'on a tendance à Seulement fait croire pour aussi. les jeunes, exactement. Mais il y a beaucoup de recruteurs et recrutrices de donateurs qui restent plusieurs années dans ce métier. Alors, elles vont être sur le terrain, elles vont devenir responsables d'équipe, voire chargées plus tard. C'est un vrai métier et il y a plusieurs strates que les personnes peuvent passer. Maintenant, c'est vrai que quand on se balade dans la rue, on voit plus des jeunes, surtout l'été. Il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent un travail, donc c'est un job étudiant. Mais sinon, sur le reste de l'année, c'est des gens qui sont engagés et qui restent plusieurs mois, voire plusieurs années à faire ce travail. Ce qui est important à dire aussi, c'est qu'on peut proposer des contrats longs aussi dans certains Tout à fait. cas. Donc, Voilà, tout à fait. Et, c'est des contrats qui peuvent être soit des CDD, voire des CDI. C'est ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CDI qui font, il y a beaucoup de personnes qui ont le CDI, qui font ce travail de manière stable au quotidien en métropole ou dans les départements d'outre-mer. Ok. Dernière affirmation, et pas des moindres, le non est plus formateur que le oui. Tout à fait. Longue question. Oui, une très bonne question, une affirmation plutôt. Le non, c'est plus formateur qu'un oui. Évidemment, quand on est recruteur donateur, et même dans n'importe quel boulot, on a envie d'avoir rapidement un oui ou quelque chose de positif dans ce qu'on fait, ce qui est normal, parce qu'on fournit des efforts, et donc on a envie d'avoir une récompense par rapport aux efforts qu'on a fournis. Or, dans le métier de recruteur donateur, le non, ça nous permet de nous chercher, de savoir pourquoi ça ne marche pas, et de nous améliorer, parce qu'il faudra faire d'autres efforts, et peut-être qu'on n'a pas vraiment encore compris comment cela peut fonctionner. Ouais. Et donc le non, sur le coup, c'est pas quelque chose d'agréable, parce que quand on se lève le matin, on va au travail, on est motivé, on a envie de bien faire les choses et on fournit pas mal d'efforts. Et à la fin de la journée, si la journée elle n'est pas bonne et on n'a pas trouvé de donateur comme on le souhaitait, sur le moment, on peut être frustré, être déçu. Mais si on s'améliore, on travaille, les outils qu'on transmet, et puis des fois aussi, on fait appel à notre responsable d'équipe. Ça peut prendre quelques temps, hein, ça peut prendre quelques jours pour pouvoir trouver, disons, la technique pour pouvoir y arriver.
Et ça permet par la suite d'avoir des oui. Et donc le non, ça va pousser les gens à davantage à se pencher sur la question, à Faut se travailler. dire que chaque non peut nous rapprocher d'un potentiel oui C'est- plus tard, quoi. Ça, c'est sûr. Sur le moment, c'est un peu décevant, mais Ouais. plus tard, si on fournit et on continue à fournir des efforts et on trouve enfin, on essaie de trouver des leviers pour pouvoir aller de l'avant et puis on se dépasse dans ce qu'on fait. C'est un métier qui marche parce que, encore une fois, c'est un métier qui est fait peut-être pas pour tout le monde, mais personne n'est né recruteur-donateur et donc en général, on apprend. Donc, quand j'étais étudiant, si on m'avait C'est dit ton un jour exemple, ouais. tu serais gérant d'une société de recrutement de donateurs, j'aurais dit mais je sais même pas ce que c'est. Donc j'ai appris dans la rue en pensant que c'était des bénévoles et puis ensuite voilà, je suis devenu un responsable d'équipe, responsable de programme et aujourd'hui je travaille chez Usmaïs en tant que gérant, donc c'est aussi une belle preuve que recruteur donateur c'est un métier qui voilà. Ouvert à beaucoup de personnes. Exactement. J'aimerais avoir ton avis sur le secteur, j'aimerais avoir ton regard et ton constat sur comment a évolué le métier de recruteur-donateur depuis tes débuts. Il y a eu des évolutions. Et de manière générale, comment a évolué le secteur de la collecte de fonds face à face. C'est vrai que c'est un secteur qui est parfois mal compris Très par peu les gens. connu. Et très peu connu, effectivement. La comme on en plupart parlait. des gens ils pensent comme moi, comme je pensais que c'était des bénévoles. Est-ce que tu as vu une évolution ces dernières années ? Alors, pour répondre à ta question, si le métier en lui-même il a évolué, non. Parce que le métier, comme je te disais tout à l'heure, il reste quand même le même. C'est d'aller à la rencontre des passants, de présenter une association, proposer de soutenir l'association de manière régulière, mensuelle. Donc, ça n'a pas beaucoup changé. Et je ne pense pas que ça va vraiment beaucoup changer dans les années à venir parce que c'est un métier, encore une fois, où l'humain est au centre. On ne peut pas remplacer par des robots dans la rue. Bien qu'il y a d'autres manières aujourd'hui de faire des dons sur Internet ou par SMS. Voilà. Mais peut-être c'est des canaux qui marchent, mais peut-être un peu moins qu'en face à face. Maintenant, est-ce que le domaine a évolué ? Oui. Et je pense que, en tout cas, ce métier, ça fait peut-être 20 ou 25 ans que ça existe, même si le métier en lui-même n'a pas beaucoup changé, mais le domaine de la collecte de fonds s'est professionnalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une coordination, on peut parler de la CNFF par exemple. On a une structure qui coordonne les missions. Donc les missions, c'est les campagnes de collecte de fonds face à face en France et dans les départements d'outre-mer parce qu'il y a des agences qui travaillent, donc il y a pas mal d'agences aussi qui sont spécialisées dans la collecte de fonds en face à face comme Use My Use et donc pour pas se retrouver dans la même ville au même moment et avec des associations potentiellement différentes, il y a une coordination qui est faite chaque année par la coordination nationale du face-à-face qui est reconnue. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage et que ce ne soit pas contre-productif parce que si exactement, deux groupes de deux assos différents se retrouvent au même endroit, ce sera contre-productif pour les deux associations. Exactement, pour les associations, pour les recruteurs, pour les passants, ça peut être désagréable pour tout le monde. Et donc, il y a une structure qui coordonne tous ces passages-là et toutes ces associations. Maintenant, il y a aussi le domaine qui a évolué. Avant, on faisait uniquement, ou disons 95% de notre métier dans la rue. Aujourd'hui, on le fait dans les centres commerciaux, on peut le faire dans les sites privés, on peut le faire dans les départements d'outre-mer. Donc voilà, le domaine il évolue, il change, mais pas le métier de recruteur. Le cœur du métier reste le même. Le recruteur donateur reste le recruteur donateur. Ok. De manière plus personnelle, j'aimerais un peu plus en savoir sur l'humain derrière le fondateur. Quel est, toi, le conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu as commencé ? Si je prends le Beaubourg d'aujourd'hui et je le mets face au Beaubourg d'avant, quel conseil t'aimerais lui donner ? Quand j'ai commencé ce métier, c'est vrai que j'étais un peu timide et je n'osais pas trop. Je ne savais pas s'il fallait aller vraiment à la rencontre des gens. Et en fait, j'avais l'impression de déranger les gens. Et si je devais donner un conseil aujourd'hui aux gens, c'est de tout simplement oser, c'est-à-dire de sortir de sa zone de confort pour pouvoir aller à la rencontre des personnes. Parce que les gens, finalement, aujourd'hui, sont habitués à croiser des associations dans la rue.
que ça soit une grande ville, une petite ville, comme voilà, une ville moyenne, disons, hein, comme à Caen. On a quand même pas mal d'associations qui passent en centre-ville, donc les gens sont habitués. Et à partir de ce moment-là, les gens, ils savent en général pourquoi on est là. Et donc, en tant que recruteur donateur, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des gens, à multiplier les bonjours. Et puis, c'est vrai qu'au début, quand on est un peu timide ou on n'est pas trop habitué à parler aux gens inconnus, parce que ce n'est pas évident d'aller à la rencontre des gens. Si on te dit, va dire bonjour à cette personne, tu diras peut-être une fois bonjour, mais peut-être pas deux fois à quelqu'un d'autre encore. Et c'est vrai que dans ce métier, il faudra faire plusieurs dizaines de bonjours par heure. Et ça peut être un peu, au début, pas évident. Maintenant, dans la plupart du temps, les gens sont sympas, donc ils disent tout simplement gentiment qu'ils n'ont pas le temps. Et puis nous, de notre côté, si ils n'ont pas le temps, c'est pas très grave, on peut arrêter d'autres gens. Et pour ça, il faut oser, il faut aller justement dire bonjour. C'est un premier pas pour pouvoir réussir. Si on ne fait pas ce pas-là, il n'y a rien qui se passe. Les gens, ils ne vont pas forcément venir vers nous en disant « je vous cherchais partout ». Au moins, on a l'exemple d'un ancien timide qui a réussi à aller dans ce secteur, à exercer ce métier. Mais après, il y a un travail à faire sur soi. C'est ça. Il faudra, quand on commence la journée, il faut partir d'une base qu'on représente une association. Donc voilà, on a un t-shirt, un kawaii. Et c'est vrai qu'on ne va pas parler un autre nom propre. Donc on va parler pour une association qu'on défend. Et à partir de ce moment-là, donc évidemment, il y a l'exigence, donc il y a l'éthique, il y a le cadre. Mais il y a aussi ce côté où il faut oser aller vers les gens et puis multiplier pas mal de bonjours pour pouvoir tomber sur les gens qui vont être sensibles à la cause qu'on défend. Ok. Est-ce que tu as un fait marquant à nous raconter depuis la création de Use My Use? Tu parlais tout à l'heure d'oser. Peut-être que la décision de basculer, ou en tout cas de s'exporter vers la métropole, après être focus sur l'outre-mer, ça a dû être une décision alors, c'est vrai que c'est un fait marquant. Alors, le fait de commencer à la métropole, en métropole, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'agences de collecte de fonds en face à face que dans les départements d'outre-mer parce que c'est plus loin. Il y a plus d'organisation, de mise en place d'une mission, d'une campagne dans les départements d'outre-mer. Et donc, il faut aussi avoir des ressources sur place, c'est-à-dire des recruteurs donateurs, soit qui vivent là-bas ou soit les envoyer. Donc, c'est quand même beaucoup plus d'organisation qu'en métropole. Et au moment quand nous, on s'est lancé dans les départements d'outre-mer, on a fait l'inverse de ce que les agences font en général. Parce qu'en général, les agences se lancent en métropole pour partir dans les outre-mer. Voilà, nous, on a commencé par les départements d'outre-mer pour par la suite revenir en métropole. Et c'est vrai que c'était quelque chose de, disons, important, puisqu'on avait des salariés qui étaient en métropole, donc qui partaient dans les départements d'outre-mer, mais qui souhaitaient aussi travailler en métropole de temps en temps, et puis qui voulaient rester pas loin de chez eux, et donc il fallait quand même aussi s'adapter. Donc on a écouté nos salariés, et donc on a mis en place les premières missions en 2024 en itinérante en métropole. Donc c'était un fait marquant parce que il fallait revenir, disons, vers la base après avoir passé par les Outre-mer pour pouvoir se faire sa place, c'est-à-dire de construire des plannings, construire des parcours, construire des équipes de recruteurs ou recrutrices de donateurs et derrière rendre des belles missions pour les associations qu'on représentait. Et aujourd'hui, donc, on est assez fiers de se retrouver avec 50% de nos missions de face à face en métropole et 50% un bel équilibre. en outre-mer. Ok. Pour les dernières questions, on en a parlé pendant l'intro. 4 ans de Use My Use. Tu ressens quoi quand tu y penses? 4 ans, c'est... j'ai l'impression que c'est très vite. Ça s'est passé tellement vite que je me souviens encore quand j'ai commencé les premières prospections des associations pour pouvoir travailler. Et en même temps, j'ai senti ces 4 ans-là parce que je sais que ces 4 ans-là, c'était du travail, pas mal de déplacements entre les départements. Et puis on a commencé à 6-7. Aujourd'hui, on se retrouve à 40. L'équipe a grandi un petit peu. Donc, 4 ans, moi, je suis content. Même fier d'avoir réussi, disons, ce pari de commencer par les Outre-mer, revenir en métropole.
Et en même temps, c'était comme si c'était hier, les premières missions. Donc, je me souviens encore, je partais chez moi en prenant mon t-shirt, mon badge. Je disais, bon, bah, je pars à 5 semaines en mission. Je reviens dans 5 semaines quand je commençais en Martinique, par exemple. Donc, ouais, ça fait drôle. Et si je te reprends la question, dans 4 ans, tu aimerais que Use My Use soit où? C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Alors, où est-ce qu'on sera, je ne sais pas. Maintenant, on a une politique de développement, disons, contrôlée. On fait extrêmement attention aux appels d'offres dans lesquels on participe. On ne participe pas forcément systématiquement à tous les appels d'offres de toutes les associations. Et on a, disons, cet avantage de vouloir et ne pas s'agrandir si on le souhaite. À taille humaine. À taille humaine, exactement. Donc aujourd'hui, si on a tant de missions en métropole et dans les Outre-mer, c'est parce qu'on a décidé, on a voulu maintenir ce rythme-là et ne pas aller beaucoup plus vite et ne pas avoir beaucoup plus de missions. Donc dans 4 ans, je ne sais pas, peut-être qu'on s'agrandira un peu, mais ça sera un choix qui va être fait avec réflexion et puis avec potentiellement consultation de nos salariés aussi, puisqu'on a aujourd'hui 40 salariés. Est-ce qu'on a envie d'avoir 200 salariés? Je ne suis pas sûr. Il faudrait qu'on agrandisse nos bureaux. Ouais, agrandir les bureaux. Et puis, je ne suis pas sûr que cette question, pour l'instant, se pose et se posera un jour. Ouais, ok. Écoute, pour finir, je veux faire un petit jeu bonus avec toi. Allez, je vais commencer une phrase, tu vas la terminer spontanément. Allez, avec vas-y. le mot qui te passe dans la tête plutôt. Un recruteur ne part jamais sans sa tablette. Sa gourde, j'aurais pu dire aussi. Sans sa motivation. Oui, c'est vrai. Un bon recruteur, c'est avant tout quelqu'un qui sait parler. Oui, c'est mieux, c'est vrai. La clé pour qu'un passant s'arrête, c'est être drôle. Ah, c'est vrai. Si on est drôle, bah forcément, il y a plus de chances que les gens, au début, qui rigolent et qui s'arrêtent par la suite. C'est vrai. Un mot de fin peut-être pour les personnes qui hésitent à devenir recruteurs de donateurs et surtout, pourquoi pas, rejoindre l'aventure Use My Use. Que dire de Use My Use? C'est une structure, comme je disais, à taille humaine, 40aine de personnes qui travaillent en métropole et dans les départements d'outre-mer. On a une dizaine de missions à peu près qu'on gère à la fois en Martinique, Guadeloupe, La Réunion et la Guyane, et une dizaine de missions à peu près tous les 3 mois en métropole. Donc on a des anciens comme des nouveaux, des novices. Donc toute personne peut postuler. Et puis si y a des gens qui veulent s'engager sur la durée, disons faire carrière dans la collecte de fonds, c'est quelque chose d'envisageable. Ou les personnes qui se retrouvent entre les voyages ou tout simplement après une expérience ailleurs. C'est aussi également possible. Nous, les personnes qui recherchent du travail alors qu'elles sont étudiantes toute l'année, pendant l'été, c'est également... En tout cas, le métier de recruteur-donateur peut s'adapter à tout le monde. À partir de ce moment-là, encore une fois, il faut regarder sur les sites internet les missions qui sont proposées, les dates, les endroits, si c'est en métropole ou dans les départements d'outre-mer, et puis postuler, passer un entretien. Pour expliquer aux gens, de toute façon, on a toutes nos missions regroupées sur notre site internet usemyuse.com. Ce sera marqué en dessous dans les liens de la vidéo et dans la description. Merci Beaubourg pour cette interview. Merci à toi. Et surtout, merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à suivre Use My Use, comme j'ai dit juste avant, sur tous les réseaux sociaux. On est sur Insta, Facebook, LinkedIn et notre site internet usemyuse.com, c'est ça. On mettra tous les liens dans la vidéo. Merci à vous et à très vite. Merci.